permanent, ça continue tout le temps. Bref, il y a une question ici. Oui. Loïc Laurent de la Fédération UDB du Morbihan. Je suis assez surpris de voir qu'on n'évoque pas, voire même qu'on n'insiste pas sur la mise en place des pays en Bretagne. Je rappelle que c'était une proposition du CELIB, Comité d'études et des liaisons des intérêts bretons, dont je faisais partie à l'époque, puisque je faisais partie du comité directeur du CELIB. Vers les années 60-70, le CELIB avait proposé, bon, bien sûr, un pouvoir fort au niveau de la région, mais de façon à éviter les risques de centralisme au niveau de la région, le CELIB avait divisé la Bretagne, c'est-à-dire B5, pas B4, en 22 pays. Le pays, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire ayant un rayon d'environ 20 km, donc 40 km de diamètre si on veut, quoi, en gros. C'est-à-dire 20 km, c'est ce que les gens ou les ménagères font en voiture au maximum pour s'approvisionner dans les supermarchés et autres, quoi. Donc, très proche des citoyens, des petites unités très gouvernables, très proches des gens. Alors, le pouvoir pour éviter le centralisme, justement, au niveau régional, le pouvoir du pays était le suivant. Bon, d'abord, le pays avait été doté d'une assemblée comme au niveau régional. Une sorte de petit gouvernement local, quoi. Bon, et alors, donc ça aurait pu fonctionner donc, avec une sorte de gouvernement, disons, local, quoi. Et alors, à ce moment-là, le pouvoir des pays était le suivant, c'est qu'au lieu d'attendre les dotations de l'État, que ça descende d'en haut, donc on aurait toujours été des citoyens minoritaires, ou des citoyens de basse zone, quoi. Alors, tandis que l'État, le pays, dans la conception du CELIB, c'était que c'est le pays qui ramasse les impôts. En gros, le pays ramasse les impôts, il garde 30% pour lui, et il renvoie tout le reste à la région. Donc la région a 70%, elle garde 30% pour elle, et puis après, ce qui reste, environ 30%, je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'État qui a sa part, et puis il reste 10% pour l'Europe. Bon, alors, donc, ce système-là, on n'en parle pas. Cette proposition-là, elle me semble, parce que faire des métropoles et tout ça, là, ça me paraît trop gigantesque. Tandis que des petites unités par pays, 22 pour toute la Bretagne, qui doivent en répondre à l'autorité régionale, bien sûr, quoi. Ça me paraît beaucoup plus vivant et plus efficace, quoi. Alors, voilà, d'un point de vue pratique, d'un point de vue pratique, je maintiens qu'on prend prioritairement des questions qui sont destinées à Guillaume Duval. On garde la question qui vient d'être soulevée. D'ailleurs, moi, j'avais noté de poser la question à Paul Molac et à Jean-Luc Leven pour savoir ce qu'ils pensaient des pôles d'équilibre et de coordination territoriaux. Voilà. Bon, voilà. Mais donc, on ne l'évacue pas, on la garde. Par contre, donc, toujours pour les mêmes raisons pratiques, est-ce qu'il y a encore des questions plutôt dirigées vers les problématiques développées par Guillaume Duval? Juste peut-être pour donner l'occasion de prolonger le propos de tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que l'habitude de travailler en réseau dans une inspiration fédérale en termes institutionnels facilite également un état d'esprit qui accompagne les entreprises en réseau et que le fait de construire petits et moyens dans les institutions facilite l'accompagnement des entreprises petites et moyennes dans le quotidien de l'action économique publique. Effectivement. Mais il y a peut-être, en liaison avec ça, il y a peut-être une réalité qui n'est pas très connue sur l'Allemagne et qui joue un rôle majeur en rapport avec cette question-là. C'est qu'en fait, les Allemands ne sont pas allemands et ils ne parlent pas allemand. La plupart des Allemands
ne parlent pas allemand chez eux, ne parlent pas allemand au travail, ils parlent un langage régional. Ils ont du mal d'ailleurs à se comprendre les uns les autres quand ils parlent ce langage régional et qu'ils ne viennent pas de cette région-là. Ça ne pose pas de problème politique en Allemagne parce que c'est un langage purement parlé. Ce sont des langages qui n'ont pas de problème de reproduction. Enfin, je veux dire, les gamins les apprennent. Personne ne se bat pour qu'ils soient appris à l'école ou qu'ils soient reconnus comme des langues officielles dans les différents länders, mais c'est le signe d'un ancrage très profond au niveau régional. Si un Bavarois, il est d'abord Bavarois avant d'être allemand. Un Souabe, il est d'abord Souabe avant d'être allemand, etc., etc. Et ça joue un rôle majeur par rapport aux questions que vous souleviez, c'est-à-dire que, indépendamment même de l'aspect purement institutionnel, il y a un ancrage territorial local très important au niveau du tissu économique, des relations sociales, avec un tissu aussi, je sais que c'est plus proche de la Bretagne que dans le reste de la France, mais un tissu d'associations, de vie culturelle, etc., beaucoup plus dense que dans beaucoup d'autres endroits en France, qui joue évidemment, enfin c'est ce que les spécialistes appellent du capital social après, mais qui joue évidemment un rôle majeur pour faciliter les entreprises et l'entrepreneuriat. Alors après, sur la question des des entreprises de taille intermédiaire allemandes qui exportent, le Mittelstand allemand qui fait rêver un peu tous les Français, la question est assez souvent mal posée, je trouve, en France, parce qu'elle est posée simplement sous l'angle de la taille. La question de la taille des entreprises, c'est vrai que si le problème de la France, c'est pas qu'on manque d'entreprises, c'est plutôt qu'on en a trop et de trop petites. Mais ce qui fait que les entreprises allemandes de taille intermédiaire exportent, innovent, etc., c'est pas seulement qu'elles ont cet ancrage local, c'est pas seulement qu'il y a du financement local aussi plus facile à travers des banques régionales, etc., c'est aussi beaucoup malgré tout qu'elles sont dans un secteur particulier qui est le secteur des machines. L'Allemagne, c'est 18% de l'emploi en Europe en moyenne. Dans le secteur des machines, des biens d'équipement et des équipements électriques, c'est 32% de l'emploi en Europe. La France, c'est 12% d'emploi en Europe en moyenne. Dans le secteur des machines, c'est 8% de l'emploi en Europe. C'est 4 fois moins que les Allemands. Donc c'est ces entreprises-là qui exportent et qui innovent surtout. Si vous voulez, quand on est une boîte de 300 personnes, qu'on est le spécialiste de la machine qui fait telle chose dans tel processus industriel, on peut être le roi du pétrole à l'échelle mondiale, exporter en Inde, en Chine, au Brésil, etc. Si on fait grossir chez nous une boîte de 50 personnes qui fait des plats cuisinés, par exemple, en sous-traitance pour la grande distribution, si on la fait passer à 300 personnes, c'est pas pour ça qu'elle contracte pour quoi que ce soit au niveau mondial. Si vous êtes dans le secteur des biens de consommation, il faut être 10 000 ou 20 000 pour qu'on commence à vous voir à l'échelle mondiale. Donc la vraie force de l'industrie allemande, ce qui fait que ces entreprises de taille intermédiaire exportent, c'est la force de l'Allemagne dans le secteur des biens d'équipement. Et une des faiblesses majeures de l'industrie française, y compris dans les secteurs où on a quelques forces comme l'agroalimentaire, c'est qu'on a perdu complètement pied dans le secteur des biens d'équipement. Mais là, c'est lié beaucoup aux questions d'éducation, de formation, d'un système de formation derrière qui fait qu'on n'est pas bon dans ces domaines-là, que nos ingénieurs, dès qu'ils ont fini leur école d'ingénieur, ils vont faire de la finance pour faire rouler le monde. Enfin, la Société Générale était les rois du pétrole, des produits financiers complexes avec plein de polytechniciens et de centraliens, etc. Bon, les ingénieurs allemands, ils font des machines. Oui, c'est à propos de l'Allemagne et à propos de la métropolisation. Parce que je crois qu'on ne peut pas non plus séparer l'examen de ce qui se passe à l'extérieur avec ce qu'on dit et ce qu'on entend chez nous, d'autant que l'Allemagne est un pays où les villes sont sensiblement plus grandes qu'en France et notamment en Bretagne. Je rappelle que Munich, on en parlait tout à l'heure, fait 1 300 000 habitants et c'est 20 fois sa population de 1800. Nantes fait 280 000 habitants maintenant et c'est 3 fois sa population de 1800. Si on intègre les agglomérations qui n'ont pas forcément la même définition dans les deux pays, pour Munich, on arrive à 2 600 000 habitants,
et pour Nantes, on arrive à 700 000. Bon, est-ce que ça s'est fait en conservant un tissu urbain, non pas uniforme, mais sans trou comparable à celui du centre-Bretagne, par exemple? Et est-ce que, par exemple, l'Allemagne a pu échapper à ça parce qu'elle n'a pas eu un exode rural centré vers une capitale extérieure aux régions et qui aurait à la fois vidé les campagnes et n'aurait pas rempli les villes? Et que nous, on a un problème parce qu'on a eu à la fois des campagnes vidées et des villes qui n'ont pas été remplies par l'exode rural, comme ça s'est fait presque partout en Europe. Alors, comme je ne connais pas assez l'Allemagne pour ça, j'attends des lumières de votre part. Merci. Donc sur la démographie, oui, aujourd'hui l'Allemagne c'est un pays qui est en chute démographique, hein, donc c'est un pays qui a perdu 400 000 habitants depuis le début des années 2000, la France c'est un pays qui en a gagné 4,9 millions, mais ce qu'on nous dit c'est que c'était totalement l'inverse depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que l'Allemagne c'est un pays qui était en explosion démographique alors que la France c'était un pays, c'est le premier pays développé qui est entré dans ce qu'on appelle la transition démographique, et qui a eu très peu de gamins depuis le XVIIIe siècle. Il n'y avait pas encore la pilule, mais on s'était débrouillé d'ailleurs pour avoir très peu de gamins depuis le XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que ça a beaucoup inquiété tous les dirigeants français qui ont fait des politiques familialistes, qui ont fini par avoir quelques effets. Mais l'histoire ancienne, c'est ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Allemands exportent beaucoup, parce qu'ils ont d'abord exporté de la main-d'œuvre. Ça a été un pays d'émigration pendant très longtemps, et ça joue un rôle non négligeable dans le fait qu'ils ont une attitude vis-à-vis du reste du monde qui est très différente de la nôtre. Tous les Allemands ont un oncle d'Amérique, si vous voulez. Quand le Census Bureau américain interroge les Américains pour leur demander de quelle origine êtes-vous, il y en a 15% d'entre eux qui disent « je suis d'origine allemande ». C'est plus que des gens qui disent « je suis d'origine irlandaise, italienne » ou etc. Et s'ils exportent beaucoup, c'est parce qu'ils ont un effet de diaspora de ce type-là. Il y a des Allemands partout dans le monde parce qu'ils ont émigré beaucoup. Mais ceci dit, donc ça joue effectivement à l'intérieur de l'Allemagne même, mais ce qui est différent sur la période récente, c'est que l'urbanisation de l'Allemagne elle-même a été très différente de la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup mieux maîtrisé leur urbanisation, notamment depuis l'après-guerre, en n'ayant pas cette juxtaposition à la fois de cités HLM ingérables qui posent des problèmes sociaux énormes maintenant, et ces énormes quantités de pavillons de banlieue, dont il y en a beaucoup, je crois, en Bretagne, avec un étalement urbain complètement fou. Ils ont beaucoup construit des immeubles à taille relativement humaine, avec une dizaine d'appartements, ou 3-4 appartements, etc., etc. Et ça donne, notamment au niveau de l'étalement urbain, des villes à la fois moins denses que Paris ou des choses comme ça, avec plus d'espace vert, etc., mais globalement des agglomérations plus denses que ce qu'on a fait dans toute la France, notamment depuis les années 60, avec ces banlieues qui s'étendent, et ces zones pavillonnaires qui s'étendent et qui bouffent des territoires agricoles, en particulier à une vitesse grande. Voilà, juste encore une question concernant Guillaume. Par rapport à ce que vous avez dit sur le rapport entre métropole et région, donc pendant 10 ans j'ai travaillé avec l'Allemagne, surtout sur Hambourg et Munich. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un très bon tissu quand même de transport public. Quand vous êtes à Munich et Hambourg, il y a des métros suburbains qui permettent de rejoindre une ville moyenne jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est quand même important, c'est comme pour l'Italie. L'autre remarque, c'est aussi, je travaillais dans les énergies renouvelables, je voudrais avoir une confirmation. J'ai eu l'impression que quand même, pour l'exportation, il y a une liaison plus proche entre les universités et les entreprises par le système de l'alternance. Je vais juste rappeler une histoire qui m'est arrivée en Chine, donc à Pékin. Je tombe sur un Allemand qui me dit « Mais nous, pour développer les énergies renouvelables et passer des accords avec les Chinois, on est 250 ». Ça m'a surpris puisque l'ambassade de France n'avait que 3 chargés de mission. Et en fin de compte, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'universités qui envoient en alternance leurs ingénieurs à Bac plus 3, Bac plus 4, déjà repérer des marchés à l'export. Et
Donc j'ai l'impression que c'est un système généralisé en Allemagne par le système de la formation ingénieur par alternance. Ok, alors sur les infrastructures et les régions et les systèmes de transport, oui c'est vrai, mais ça fait partie des problèmes que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait partie des domaines où ils n'ont pas du tout investi depuis 15 ans, par une volonté d'austérité sur les dépenses publiques et de freinage des dépenses publiques, et sur lesquelles ils ont des problèmes aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, en particulier cet été, donc il y avait toute une région d'Allemagne qui n'était pas desservie parce que ils n'avaient plus personne pour faire. La région de Mayence n'était plus desservie pendant plusieurs semaines, parce qu'il n'y avait plus personne pour actionner les aiguillages. Donc ça fait partie des problèmes qui ont été créés sur une base d'une infrastructure qui existe et qui était de bonne qualité, mais qui ont été créés par l'austérité, par les politiques Schröder au cours des dernières années, mais ils en sont conscients. Sur comment ça marche, les entreprises, donc il y a une des grosses différences qu'il y a entre la France et l'Allemagne, et qui joue un rôle majeur, c'est le sort qu'on a fait aux corporations à la Révolution. La Révolution française, les Français n'en ont pas tellement conscience, mais sur le plan économique, ça a été une révolution extrêmement libérale, au sens du libéralisme économique, parce qu'on a un des objectifs centraux des révolutionnaires, et ils l'ont fait de manière très déterminée. Je pense que c'était d'ailleurs, je ne sais plus si le Chapelier était pas un député de raison, a tordu le cou des corporations, ce qui n'a pas du tout été le cas en Allemagne. Si vous voulez, en Allemagne ou dans les pays scandinaves, donc la transition entre le féodalisme et le capitalisme s'est faite de manière beaucoup plus progressive. Et tout ce que vous décrivez aujourd'hui sur le fait que les entreprises s'entraident, ont des structures pour aller à l'étranger, etc., c'est un héritage en fait du corporatisme. C'est-à-dire que notre problème, c'est pas seulement de souffrir d'individualisme au niveau des individus, on souffre aussi d'un individualisme au niveau des entreprises, c'est-à-dire de structures inter-entreprises, de branches, etc., qui sont beaucoup trop faibles, en particulier sur la question de la recherche. Si vous voulez, les Allemands ont un type de structure qui n'existe pas pour l'instant en France, peut-être qu'on pourrait le créer d'ailleurs au niveau régional, c'est ce qu'on appelle les Fraunhofer Institute, c'est-à-dire que nous on a d'un côté le CNRS ou les universités, de l'autre côté les boîtes, on dit qu'il faudrait qu'ils travaillent ensemble, etc., on essaie de faire des choses, mais c'est pas très efficace. Eux, ils ont une structure intermédiaire, qui est indépendante à la fois des universités et des boîtes, mais qui fait de la recherche appliquée en faisant travailler les universités d'autre part et en allant chercher du côté des boîtes, des commandes, etc. etc. Donc c'est aussi pour tout ça que ça fonctionne mieux, mais c'est beaucoup un héritage effectivement de la rupture qu'on a voulu avec la Révolution française, avec le système corporatiste. Ça a eu des conséquences sociales très lourdes, mais ça a eu aussi des conséquences sur la coopération technique, export entre entreprises. Bien, merci Guillaume. Merci, excusez-moi. Oui, non. Encore merci d'être venu nous accompagner sur ce forum cet après-midi. Bon retour. Bien, alors on peut reprendre la question restée en suspens tout à l'heure, et donc je crois que Paul voulait s'y coller. Et donc je répétais mon additif. Que penser des pôles d'équilibre et de coordination territoriale qui sont, alors je ne sais pas s'ils sont déjà dans les textes ou s'ils sont encore en discussion, mais vous allez nous éclairer là-dessus. Alors, ils sont dans les textes, c'est en fait pour récupérer les pays qui ont été supprimés par Sarkozy et qui n'ont d'ailleurs pas été supprimés en Bretagne, puisque la région de Bretagne continue à avoir des contrats de pays. Les pays sont une collectivité, enfin, c'est pas vraiment une collectivité, mais sont structurants à bien des niveaux. Par exemple, le SCOT se fait en général au niveau du pays, pas uniquement, mais c'est là où on réfléchit aussi au schéma de l'herbe. Enfin, il y a une adéquation entre la région et les pays qui est importante. Alors de là à ce que les pays deviennent des collectivités locales de plein exercice, parce que je crois que c'était ça le problème, et deuxièmement qu'elles lèvent l'impôt, carrément l'impôt global, évidemment on n'en est pas là. Et la façon en fait de faire, il y a presque un pays qui est en train de devenir une collectivité de plein exercice, c'est en fait la communauté de communes de Redon. Parce que la communauté de communes de Redon est à peu près sur le pays de Redon. Il y a le canton d'Allers qui est du Morbihan qui est dedans. Il y a les cantons de Redon, une partie de Pépriac d'ailleurs, il y a
certaines communes qui vont rentrer dedans, et vous avez aussi le canton de Saint-Nicolas-de-Redon, en Loire-Atlantique. Donc là, on commence à arriver par l'intermédiaire des EPCI à en fait avoir un pays. Sur Auray, je crois qu'il y a des discussions pour ça. Sur Pleurmel, il y en avait, mais qui était et ils auraient bien voulu finalement faire fusionner toutes les EPCI du pays de Pleurmel, mais il y a beaucoup de résistance, et donc ça, puisque le Moron, la Trinité Boré, Jospin, Pleurmel, Caire et Malétra. Et donc il était, à un moment donné, c'est vrai que dans ces cas-là, les EPCI et les pays ont la même extension géographique. Il me semble que c'est quelque chose qui serait à favoriser, mais bon, on n'y est pas encore, mais on y arrive petit à petit. Oui, Yves Lebeil. Le mot métropole, métropolisation, aire métropolitaine, ça revient en permanence dans le discours de cet après-midi. Et je m'interroge un petit peu sur le sens de ces mots. Si la métropolisation est bien un fait incontestable, les termes métropole et aire métropolitaine pour définir nos modestes agglomérations, et là la discussion tout à l'heure sur la comparaison avec les villes allemandes était significative, est-ce que nos modestes agglomérations peuvent prétendre à jouer ce rôle de métropole? Et je m'interroge sur la pertinence même de ce mot. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que, même s'il est inclus dans la loi et à travers notamment les aspects matériels de contractions État-région, eh bien, la métropole telle qu'elle est vécue aujourd'hui, la métropolisation telle qu'elle est vécue aujourd'hui, dans une confusion qui est terrible, c'est le produit d'un système économique, et ce n'est qu'une étude économique où l'homme est absent. Et nombre de géographes ces derniers temps l'ont montré, j'en réfère toujours aux travaux de Jean-Christophe Guilly, qui, sur ce plan, sont, je dirais, d'une pertinence exemplaire. L'autre chose, eh bien, c'est que la ville polarisée telle qu'elle est aujourd'hui conçue, et qu'on associe à la métropole, ne joue plus aujourd'hui son rôle de ville. Elle n'est plus cet espace d'intégration que la ville a eu depuis ses origines. Elle n'est plus cet espace hexagonal qui acceptait les différences et qui permettait une vie en commun. Au contraire, la question qui a été évoquée ce matin du communautarisme, on souligne bien sa défaillance. Donc, n'y a-t-il pas à tourner le dos à ce modèle, carrément, pour construire, avec les moyens qui sont les nôtres, et quand on est sur une question de projet de société, on doit faire référence aux spécificités du milieu, mais aussi à l'histoire et aux héritages, n'a-t-on pas à tourner le dos, dans la définition d'un projet breton, à ce modèle métropolitain? Alors, moi je crois que dans ma définition de métropole tout à l'heure, j'ai bien évité de parler de démographie. J'ai bien évité la définition métropolitaine de l'époque Sarkozy, qui était des métropoles de 500 000 habitants. Ensuite, comme on n'a pas en France ce réseau de métropoles dites d'équilibre, ça c'est le vieux projet gaulien, hein, voilà, et ben on a réduit à 400 000 habitants, mais j'ai bien évité cette notion de démographie, parce que pour moi la question du poids démographique n'est vraiment pas la question essentielle. Or, dans le premier projet qui nous a été soumis, Brest était complètement exclue. Brest n'avait pas le seuil démographique. Donc, quand Jean-Luc Bleudevel nous dit Brest doit être satisfaite parce que Brest a été réintégré dans le lot des métropoles. Non, sincèrement, je n'ai vu personne sauter de joie en disant chic, on est métropole, parce que l'ambition n'avait jamais été l'ambition du statut. L'ambition a toujours été l'ambition de développer des fonctions structurantes au bénéfice d'un territoire vivant et par conséquent de faire vivre ce territoire, parce que développer des fonctions métropolitaines pour un territoire qui est mort, ça n'a absolument aucun sens. Donc Brest était contente non pas d'avoir le statut, mais de ne pas être exclu du jeu. Parce que si Brest avait été exclu du jeu, Rennes et Paris, Rennes et l'État, auraient pu discuter par exemple de l'avenir du pôle mer, sans intégrer Brest, qui en est l'un des principaux acteurs. Donc voilà,
Donc j'exclus complètement la question de la démographie. Après, changer de système, oui. J'ai dit que nous avions des possibilités, effectivement, de choisir une métropolisation polarisante, celle que vous dénoncez, ou une métropolisation de concertation et une métropolisation à travers laquelle on partage un avenir. Concernant les dynamiques de pays, Sarkozy a supprimé les anciens pays voilés. Nous, au niveau du pays de Brest, on s'est dit, et alors, qu'est-ce qui nous empêche de travailler ensemble et de produire notre propre vision du territoire? Et c'est ce que nous avons fait. Donc, je crois que, effectivement, nous devrions avoir la possibilité de concevoir notre propre démarche métropolitaine, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il nous manque cette capacité d'autonomie différenciée qui nous permettrait de poser les questions à notre niveau comme nous souhaitons les poser. Je prends l'exemple de l'enseignement supérieur. C'est un dossier très emblématique. Alors que la nouvelle loi dite Fioraso préconise la construction de communautés régionales de l'enseignement supérieur sur un mode fédéral, les deux universités rennaises, qui viennent d'annoncer un processus de fusion, plaident pour un axe privilégié Rennes-Nantes, qui viendrait chapeauter une communauté interrégionale Bretagne-Pays de Loire. Et là, on voit très clairement que l'opposition entre cette métropolisation à la française, dont nous avons dit que nous n'étions pas demandeurs, qui se traduit donc par une volonté de tutelle de certaines métropoles sur les espaces régionaux, et puis une réelle démarche d'autonomie qui a été celle prônée par plusieurs d'entre nous, dont Christian Guillon-Var, bien sûr. À nous de promouvoir notre propre modèle. Bon, moi j'ai envie, parce que on a fêté le 100e anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire à Brest, alors une phrase m'est restée en mémoire. Dans sa lettre à Maurice Thorez, il dit « Le temps est venu de nous-mêmes ». C'est très fort ça. Le temps est venu de nous-mêmes. Eh bien, je crois que le développement des grandes fonctions métropolitaines, celles qui nous permettraient de nous développer selon les axes que nous avons choisis, mais en restant, en continuant à nous ouvrir sur le monde, eh bien, il faut que nous les pensions chez nous. Ça veut dire que nous repensions la notion de centre et de périphérie, et que nous pensions le monde d'où nous sommes, voilà, et que nous pensions la centralité à partir d'où nous sommes. Jean-Luc veut compléter, je crois. Hein. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'exclusive à avoir sur le fait métropolitain ou le fait urbain plus petit. En tout cas, à mon avis, ce qu'il faut, ce que vous avez souligné, qui est intéressant, c'est la place de l'humain dans les agglomérations. Et je crois qu'il y a un fait aujourd'hui qui est un fait mondial, qui est l'urbanisation galopante. Aujourd'hui, la majorité des populations se précipitent dans les villes. On a la chance ici de avoir ce phénomène parce qu'on a développé aussi des villes de qualité. Mais je crois qu'on perd actuellement la qualité urbaine. Excusez-moi, mais les villes d'aujourd'hui ne sont pas de qualité, sauf pour les très grandes, vraies métropoles. Et je dis qu'il y a un danger aujourd'hui, actuellement, par exemple, dans les agglomérations de taille petite et moyenne, parce qu'on a tendance à repousser, par exemple, le commerce à l'extérieur, et on a une difficulté à faire centre aujourd'hui, à faire des lieux intéressants de vie. On a une difficulté, avant c'était l'Église, etc., la vie qui s'est développée autour de la mairie, etc., et l'histoire républicaine peut être lue au travers de ça, mais aujourd'hui on a privilégié aussi la dimension économique et on a rejeté justement le commerce un peu extérieur. Aujourd'hui, par exemple, on doit créer de la ville intéressante, attractive sur des villes moyennes, on a du mal à le faire parce qu'on ne sait plus quoi mettre à l'intérieur de la ville qui fait que les gens vont se rencontrer. Donc on a une réflexion urbaine pour une réflexion de qualité. Et moi je crois qu'on peut faire de la qualité à tous les niveaux. Il y a juste qu'un niveau où on n'arrive pas, c'est là où il n'y a pas d'emploi et là où il n'y a pas de population qui vit. Quoi. On a cette difficulté-là. Donc, mais moi je n'exclus pas le fait urbain parce que, par exemple, l'histoire de Brest est très liée à son histoire et au fait qu'il y avait le port, il y avait toutes les activités centrales et donc une population qui vivait là, qui avait un niveau aussi numérique important et donc fait agglomération. Alors moi je
compléterai aussi ce que tu as dit par rapport à la question du pôle métropolitain et au fait qu'on a regroupé aussi, par exemple, moi je suis à Plavenay, on est à 15 km de la ville de Brest, on y vit, 60% de la population va travailler à Brest. On fait de toute façon partie, qu'on le veuille ou non, de cet ensemble urbain. Donc on est dans l'agglomération, on n'est pas dans l'agglomération centrale, mais on a la périphérie. À Rennes, ils appellent ça la ville archipel, à Brest, on appelle ça le pôle métropolitain, enfin peu importe comment on l'appelle, il y a le fait de la façon de vivre quoi, qui fait aussi cette qualité. Information très importante à vous faire. Suivant les consignes que m'ont donné les organisateurs, ce forum est clos. Bah ouais. Et en plus, moi, je ne suis pas démocrate, alors ne comptez pas sur moi pour vous dire. Le dernier stagnant. À part ça, il y a... Non, faut varier un peu, faut varier un peu les interrogations. Oui, on va lui demander, Vincent, moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'il pense de produits en Bretagne? Oui. J'ai le micro, j'ai pas le micro. Si, tu as le micro. Bon, Philippe Poulot du Trégor Vélo. Oui, j'ai vu qu'il y avait une bonne métropolisation à la bretonne et une mauvaise à la française. En gros. Par contre, sur notre territoire, quand on a entendu parler des métropoles, on est assez inquiet parce qu'on a été sur Napi, au Michelin. À Paimpol, on est à 142 km de Rennes et à 143 km de Brest. Voilà. Ça suffit à poser la question. Quand on parle de pôle, moi, effectivement, j'ai pas fait beaucoup de physique, mais je sais que quand il y a deux pôles, plus on s'éloigne des pôles, moins on est attiré. Donc nous, on va subir aucune attirance, ni vers Brest, ni vers Rennes. Alors je voudrais savoir comment on est pour un aménagement à revue du territoire. Qu'est-ce qu'on pense, parce que j'ai été celui de santé pour des raisons de trésorerie. Bon, je sais qu'il y a les fameux pôles d'équilibre, etc., qui sont un peu dans la sortie du placard, parce qu'on s'est dit, justement, il faut penser au rural, et j'ai l'impression que c'est déjà mort-né avant, où c'est un objet politique très peu identifiable. Je voudrais savoir comment se va se passer les solidarités, les coopérations entre les pôles, entre les pôles métropolitains, et les villes qui seront, les territoires qui seront entre les deux. Alors, j'ai vu qu'on s'est félicité que l'équilibre est-ouest soit réalisé, mais c'est un peu comme les plateaux de la balance, quand on est le fléau, ça porte son nom. C'est dangereux pour Brest et Rennes, parce que le fléau, c'est Attila, etc. Paul, peut-être? Tu poses bien le problème, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai dit que si les métropoles s'exonéraient des schémas directeurs d'aménagement du territoire des régions et des schémas économiques, je ne vois pas comment ça pourrait tirer le territoire. Moi, je pense que j'ai tout dit avec ça. Et ça me semble être... alors je m'adresse évidemment aux conseillers régionaux, ça me paraît être la bagarre qu'il faut mener aujourd'hui. Parce que sinon, les métropolisations, de toute façon, on n'a pas les moyens de s'y opposer, on va être clair, donc ça va se faire. Donc après, c'est est-ce qu'on est capable au moins, alors si on ne peut pas le faire en France, dans la France entière, au moins le fasse pour nous. Mais ça me paraît primordial, effectivement. La question à Vincent. Oui, à Vincent Pénobert. Moi, je voudrais savoir comment la Confédération, pour montrer ton propos initial, parce que tu as coupé, comment ça se situe aujourd'hui, pas simplement par rapport au bérets rouges, aux bonnets rouges, etc. Mais je veux dire, comment on peut aujourd'hui progresser en travaillant ensemble, si faire se peut, entre FNSEA, qui est partagé d'ailleurs. Tout le monde n'est pas derrière, mais comment on peut progresser ensemble, parce qu'on sait très bien qu'il faut bien qu'on change. Voilà. Alors Vincent, je reviens aussi sur ce que j'ai signalé. Comme tu as évoqué le Made in Braise, donc je voulais savoir ce que tu pensais de produire en Bretagne. Par rapport à produire en Bretagne, c'est toujours un marketing. Moi, ça ne me dérange pas que les entrepreneurs pour aller vendre leurs produits, les champignons Bretagne. Moi, par rapport à nous, au niveau agricole, je crois qu'il faut qu'on arrive à se dire que les produits agricoles ne doivent pas rentrer dans les mêmes marchés qu'on voit bien les produits
ça. Je pense qu'il faut qu'on te dise que les pots d'école, c'est pas des voitures, on ne peut pas comparer la vente des pots d'école au reste du produit. Donc il faut qu'on revienne un peu à la base de la nourriture, qu'on doit nourrir notre peuple, d'abord les nôtres, après les autres s'il y a besoin. Bon, moi je ne suis pas contre l'exportation hors pays Europe, si c'est bien pensé, si c'est des niches, si c'est rentable d'abord, pour les besoins d'ici, et que ça ne met pas en cause les paysans où on amène les produits. Ça, il faut que ça soit pensé. Par contre, pour revenir à la question, savoir comment faire. Bah, moi je crois que c'est nous les citoyens qui doivent demander à nos responsables, syndicats, politiques, enfin tout, de dire qu'on est dans le mur. Je crois qu'il faudrait se cacher, on est dans le mur. Et c'est pas parce que, on voit bien, il y a des produits bretons qui marchent, les produits laitiers qui sont de haute qualité, mais n'empêche que, globalement, le fait que le sentiment qu'on est dans l'échec ne peut pas permettre d'aller l'avant. Il faut qu'on se redonne confiance entre nous. Et moi, je crois que entre autres, on n'a pas illustré tout à l'heure, moi, je pense que c'est ça, quoi. C'est retrouver ce dynamisme qui a été à ce moment-là, qui a permis de les démonter. Après, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, il y aura sûrement nos enfants qui diront, vous avez des soins, mais c'est tout le temps qu'on met en cause, et ça, on ne peut pas faire, et surtout les Bretons. Et je pense que nous, Bretons, on est trop individualistes. On voit le problème du Breton porcine, c'est celui qui reste, quoi. Quand on a parlé de fois de savoir comment ça s'est passé pour les abattoirs terres, il y a un an et demi qu'on retrouvait tous ensemble tous les abattoirs. Ils savaient qu'il y avait un abattoir de trop, ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait 10 ans. Moi, quand l'abattoir de Jotin a été fait, j'avais dit les terres de trop. À ce moment-là, on savait qu'on ne pouvait pas faire plus de porc, parce qu'autrement on avait un problème écologique important. On était déjà saturés, donc on ne pouvait pas se permettre. Moi, je ne critique pas le fait que. Mais à un moment donné, on dit ça, qu'on est arrivé à un système, on revient, pourquoi pas revenir à un autre système important. Moi, je crois qu'on peut, tout le monde ne passera pas du jour au lendemain, mais si on ne pose pas les bases, on ne pose pas, on ose se dire qu'aujourd'hui, on est allé trop loin, et puis comment on fait pour changer? Moi, je crois que c'est à nous, citoyens, moi, je suis intellectuel aujourd'hui, mais c'est bien, en tant que citoyen, moi, j'ai envie d'aller voir Thierry Mérec, j'ai envie d'aller voir les gens de la Chambre d'agriculture, j'ai envie d'aller voir un entrepreneur, les dirigeants de nous, la conférence mondiale, on rencontre tout le temps, c'est pas évident, mais les dirigeants de l'entreprise, moi, les dirigeants des vins, je les connais parfaitement. C'est à nous, peut-être, d'aller les voir, leur dire, parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur dans l'idéologie qu'ils ont raison, qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, le seul producteur des porcs qui restera en canton, il continuera encore vouloir bouffer l'autre. Il y a 40 ans, comment il s'appelle Alexis Comanet, il pensait qu'il fallait un producteur de porc par canton. On va y arriver, ça continue. Aujourd'hui, le problème en sont sortis. Moi, j'ai des copains qui sont à 50 ans, ils font les cochons d'or, parce que les cochons d'or, vous voyez, on fait en sorte que. Il y a des producteurs qui peuvent monter la cochon d'or, donc c'est formidable. Techniquement, les Bretons sont très très forts. En technicité porcine, on est fort, on est nul au niveau de monde. Donc, c'est poser ces questions-là, mais sans antagonisme. Je crois que, on a l'impression que nous, quand on revendique la présidence populaire, on veut cacher tout nous. Moi, je crois qu'on veut apporter un débat, et cette fille ne nous entend pas. Et je crois que, voilà, vous êtes parce que même, je pense, un parti qui peut faire évoluer les choses. Je crois que vous avez les bases, vous êtes quand même un peu en dehors, vous êtes encore proche du peuple. Moi, je crois que c'est la chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas? Madame. Continuer dans ce qui vient d'être dit, quelle synergie pourrait être développée entre les agglomérations, dans les espaces urbains, et les espaces agricoles et ruraux autour, pour justement aider à cette transformation économique de l'agriculture dans un sens moins productiviste. Parce que je pensais à l'exemple de l'agglomération de Munich, qui pour avoir de l'eau potable, claire, pure, sans avoir besoin d'être traitée, donc qui va coûter moins cher, a par contrat travaillé avec les agriculteurs autour de l'agglomération de Munich pour aider à la mise en place du retour à l'herbe et à une agriculture biologique qui permet d'avoir du produit de qualité et de l'eau potable pour la ville de Munich. Donc quelque chose de contractuel. Je pense que c'est quelque chose qui existe peu chez nous. C'est vrai qu'il y a des collectivités qui développent des réseaux d'approvisionnement de qualité pour les cantines scolaires, etc. Mais c'est assez peu développé sous cette forme-là. Moi, je pense que sur les pays qui commencent les Bretons ont été très forts en publicité, tout ça. C'est parce qu'on a mis les moyens, les 60-70, on a mis énormément de moyens pour arriver où on a eu trop. La preuve, c'est qu'on n'a pas.
on a mis des techniciens, on a payé des techniciens de chambre d'agriculture pendant longtemps qui nous ont appris à travailler dans l'instance. Et aujourd'hui, on ne met pas les mêmes moyens pour revenir. Enfin, je pense que la technologie avancée peut servir en bio, c'est-à-dire que moi, je m'explique qu'il fait une tête, hein, et elle travaille, son premier mois, ça va être sur la technologie avancée, c'est-à-dire que les lasers, tout ça, toute la technique peut servir en bio, par exemple. On dit qu'on n'aimerait jamais faire la productivité, c'est faux. On peut très bien vider le maïs, parce que le maïs, c'est pas une mauvaise plante en soi. Le seul problème, c'est qu'il y a des difficultés en azote. Et les Américains ont été très intelligents, ils nous ont permis de faire le maïs, ils n'ont pas permis de faire le soja. Ils nous avaient donné le maïs et le soja, et qu'on aurait accompagné la technicité, pouvoir faire du soja en Bretagne, on aurait pu faire. Les Américains, ils ont créé exprès pour gagner de l'argent, pour prendre les bateaux, pour faire un commerce. On a créé un commerce avec le maïs. Donc, par contre, on peut aujourd'hui vider le maïs, on peut vider des betteraves avec des techniques qui permettent d'augmenter le volume. Parce que le problème, c'est que quand on est bio, quand on est dans le maïs, c'est compliqué, tu n'arrives pas. Alors il y a des machines maintenant qui sont quasiment parfaites, qui permettent de. Donc il ne faut pas avoir peur en bio. Moi je ne suis pas bio, hein, donc je ne connais pas le bio, mais je pense qu'on pourrait y arriver, qu'on avait voulu, il y a 5 ans, comme disait le technicien, qu'on y avait pensé, on avait mis tous les moyens, quand on pense le fric qu'on met, que Monsanto met dans tout ces choses. Si on avait pensé à tout ça, si le peuple disait non-stop, on veut que cet argent-là aille à la recherche appliquée pour ça, ben voilà, là on pourrait arriver à des choses plus techniques et plus telles pour la population. Il y a une question là-bas. Oui, rapide, Robert Pléron. On voit bien que dans de nombreux débats aujourd'hui, puis même dans l'intervention de Guillaume Duval, ce que dit Vincent, il y a une question plus petite, il y a plein d'expérimentations possibles. Le dialogue est nécessaire, sauf qu'aujourd'hui, le dialogue et l'expérimentation soit ne sont pas possibles, soit extrêmement difficiles, parce que simplement les pouvoirs régionaux n'ont pas la capacité à le faire, à l'organiser et à donner des réponses. Et je crois que les manifestations dans les rues aujourd'hui, ou dans les champs, c'est de dire ça, de donner-nous les capacités d'agir ou de réagir ensemble. Une question de députés, est-ce que vous pensez dans les semaines qui viennent, ça va bouger et comment vous voyez les choses? Comment on peut accélérer les choses aujourd'hui? L'UDB mobilisé, comment vous voyez les choses, je dirais, les deux députés? Vous voulez que je vous donne le mode d'emploi, c'est ça? C'est un peu compliqué. Je vous ai dit qu'il y avait, à mon sens, une stratégie avec 3 entrées. Il y avait l'entrée populaire, donc il y a une manifestation en ce moment, il y en a eu aujourd'hui, il y en aura 30, hein, c'est bien ça. C'est le moment, certainement, où il faut qu'une partie du peuple, en tout cas ceux qui y sont, disent pourquoi ils font une manifestation, parce que visiblement tout le monde ne le fait pas forcément pour la même chose. Donc c'est clair, mais ce que je ressens quand même, c'est que l'idée de pouvoir prescriptif pour les régions et de schémas régionaux commence à mûrir sérieusement en Bretagne, globalement. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'effectivement, vu la structure administrative hyper complexe qu'on a, très judiciaire, ce que je dis parfois, c'est que les administratifs qui travaillent, hein, pas les conseillers des ministres, ceux-là en général sont choisis, et ils sont choisis pour faire une politique. Les administratifs qui ont fait l'ENA, eux, du moment que c'est droit sur le papier et dans la législation, ça fait tout de travers sur le terrain, ça ne les gêne pas beaucoup. Hein, donc, eux ne sont pas là pour voir si ça s'adapte au terrain, à la limite, ils s'en foutent. Et que les choses soient claires. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, il faut ramener finalement le pouvoir à côté de celui soit qui le met en place, soit qui est obligé de s'y plier, parce que c'est comme ça, c'est la loi, elle est pas force, enfin, elle est en partie en tout cas la même pour tous. Donc, une stratégie populaire, et là-dedans faire passer le mot d'ordre, une stratégie au niveau du Conseil régional, et évidemment une stratégie au niveau des parlementaires. Ça s'emboîte, sinon il manquera quelque chose, forcément. Il faut que ce soit, si vous voulez, oui, et justement c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous vivons une époque formidable, puisqu'on a peut-être, je dis peut-être, une fenêtre de tir aujourd'hui pour ça. Et on ne l'aura plus après. Parce qu'on sera dans un précipice.
Non, pas parce qu'on sera dans un précipice, mais parce qu'on n'aura plus de manifestations. À ce moment-là, la région pourra éventuellement être partie sur autre chose. À Paris, ils diront, bon, les Bretons, ils sont gentils, bon, il faudrait qu'ils se calment un peu, puis qu'ils arrêtent de nous casser les pieds. Hein, parce que, bon, je ne vous raconte pas, mais enfin, vu de Paris, nous sommes quand même un peu bizarres. Des gens qui sont capables de faire une manifestation comme ça avec des gens qui sont différents dans une manifestation, ça les demande. Hein. C'est quoi ce truc-là? C'est pas très Givenchy, quoi. Voilà. Donc ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Hein, et j'ai beau leur expliquer que derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la fracture territoriale, il y avait l'idée que les Bretons doivent faire quelque chose ensemble, et il y avait évidemment le fait qu'on était des doutes, même certains, sur un modèle d'organisation politique qui ne nous donnait pas satisfaction et qui au contraire entravait ce qu'on pouvait faire localement. Alors voilà, je crois que c'est clair. Et là-dessus, certainement qu'avec le plan d'avenir, la région Bretagne a un grand rôle à jouer, parce que le plan d'avenir, on nous a dit que ça venait de Paris, mais enfin, on a bien compris quand même que ça venait de la région. Hein, et ça a été repris après par Paris. Donc là, on a une articulation à avoir. Et on a une articulation, on n'est pas les seuls là-dessus, parce que j'ai entendu des choses peut-être désagréables sur le Noyon, mais je vous dis tout de suite que je ne les partage pas forcément. Parce qu'on peut avoir des jacobins, un PS beaucoup plus jacobin, qui n'a strictement rien à faire de tout ce qui est décentralisation, de tout ce qui est langue minoritaire et de tout ce qui est Loire-Atlantique. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, et je crois qu'on a eu une écoute. Parce que moi, j'ai quand même regardé les différents présidents de région qu'on a eu. Alors, on a eu Marcelin, on a eu Yvon Bouche, on a eu ceux-là. Moi, j'appelais ça des gouverneurs coloniaux. Hein. C'était peut-être un peu dur avec eux, mais bon. Doran, il commençait mais il n'a pas pris la mesure du problème. Le seul qui ait commencé à réfléchir à avoir une Bretagne qui puisse avoir un destin, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est quand même clair, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Et c'est le premier véritable président de région que nous ayons eu. C'est clair. Un mot, simplement, je remarque simplement sur la question agricole. Alors, moi, je suis convaincu qu'on est malade d'une idéologie ultra-libérale. On est malade comme l'Espagne était malade du franquisme pendant les années. On est malade de Michel Courvenec en Bretagne. Et moi, je suis atterré de voir les nouvelles générations, comment elles se comportent dans cette évolution agricole. Alors, moi, je pense qu'on a vraiment à traiter ce problème fondamentalement. Et je ne sais pas par quoi ça passera, mais sur toute évolution agricole, par exemple, le lien avec les villes, là, il y a des vrais sujets, mais il faut une ouverture pour ça. Parce qu'on a un système exclusif qui n'est pas un système qui veut travailler avec l'ensemble de la population. Ils ont une idéologie de la production quantitative. Aujourd'hui, le désastre agricole vient, je dis moi, exclusivement de la responsabilité des responsables agricoles. Voilà, je m'arrêterai là parce que je ne sais pas ce qu'elle avait dit. Deuxième chose, sur le pacte d'avenir, je crois qu'on a une chance effectivement sur le pacte d'avenir, c'est créer un climat, il faut créer, c'est pas une chose, c'est un état d'esprit, le développement de la Bretagne, c'est un état d'esprit. Alors on a été accro et je pense que les systèmes centralisateurs sont très forts pour créer aussi de la subvention et on aura aussi beaucoup développé cette dépendance à la subvention. Alors je crois qu'il vaut mieux souvent voir plus petit, mais voir de manière autonome, c'est-à-dire que créer aussi dans nos territoires des choses à partir de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est nous-mêmes capable de faire, avec nos moyens, si on peut évidemment d'une manière intelligente avoir d'autres moyens. Mais je crois que je constate moi aussi dans les territoires, dans les communes, dans les agglomérations aussi, cette attente finalement de la subvention pour faire des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Finalement, le pacte d'avenir va servir de déclencheur pour des choses. Ça ne vient pas des subventions, mais finalement, ce qu'on va faire, c'est aussi des choses qui existent déjà sur le territoire, mais qui attendent une espèce de déclic. Justement, il faut qu'on soit aussi capables de créer ce déclic. Donc moi, comme Paul, je fais aussi confiance à cette organisation de la Bretagne. On a aussi répondu, le Conseil régional a bien travaillé sur cette affaire du pacte d'avenir, donc maintenant il faut attendre. Mais je suis aussi confiant sur cet état d'esprit qu'on est nous capables de créer en Bretagne, parce qu'on a aussi cette espèce de richesse du travail ensemble qu'il faut continuer à développer. Merci. Est-ce que... question là-bas. Pour revenir sur le déclic, on n'a pas tellement parlé de démocratie participative. Durant tous ces débats, on est resté assez technique et je crois que si on veut un déclic aussi, c'est vrai que ça demande un budget, peut-être une autre organisation politique, c'est sûr, mais il ne faudra pas oublier, quand on s'adresse aux citoyens, il faut qu'ils deviennent acteurs. Et ça a été également mentionné dans les villes avec l'électrification des centres-villes et puis peut-être des citoyens qui se sentent plus citoyens des centres-villes.
ça contribue d'un truc qui me semble important, c'est qu'il faudra aussi donner des outils, des modes opératoires pour rendre acteurs les citoyens. Alors ça c'est bien parce que ça me donne l'occasion de donner la dernière question. Oh, tu devais savoir là. Avant de donner la parole. Finalement il a fait parce que j'avais encore une annonce à faire, on va passer un papier là. Alors je vais commencer par la fin, parce que quand tu parles de démocratie participative, il y a un très bon bouquin qui est en vente là-bas, qui s'appelle Démocratie participative, progrès ou illusion. Il est signé Philippe Mosselin et Yann Fauchard. On a publié ça au printemps 2012. Il y a également donc, le livre d'Yvon Olivier, La désunion française. Et puis, en finir avec l'organisation centralisée du territoire. Mais je crois qu'il y est celui-là ou il n'était pas arrivé? Non, il faut la liste. Ah oui, c'est ça, c'est pour le commander. Il faut toujours la liste disponible. Voilà. Bon, ça c'était le flash publicitaire, comme tu l'as dit. Et puis, il y a encore une dernière question, elle sera féminine. On parle de la région, mais je suis élue locale. Et je trouve qu'actuellement, en fait, on aurait tous intérêt dans nos communes. Alors, je ne sais pas comment la région ou les élus UDB de la région pourraient porter ce message, mais je pense qu'il faudrait écrire une motion pour faire passer ça dans nos communes au prochain conseil municipal sur le pacte d'avenir et le faire connaître. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je m'aperçois depuis 6 ans que je suis élue à Moëlan-sur-Mer que nous avons beaucoup de discussions sur nos actions municipales, sur nos actions, on va dire, communautaires, puisque je suis aussi déléguée communautaire, mais qu'en fait, en réalité, à part signer quelques motions sur la langue bretonne, ce qui était positif, mais sur la Bretagne à 5 départements, en fait, dans nos conseils municipaux, ou bureaux municipaux, nous ne parlons jamais de la région. Et je suis, au bout de 6 ans de mandat, je suis quand même assez en questionnement sur ce phénomène du fait régional. Et que je pense que nous aurions intérêt de faire prendre conscience à des élus locaux, parce qu'il y a des diverses tendances, de ce phénomène régional. Et je pense que c'est vrai qu'on parle beaucoup du problème de l'emploi, mais si on pouvait quand même faire passer ça, et je pense que le moment est venu de faire essayer de passer ces discussions. Parce que je suis souvent très en point d'interrogation sur le fait que les élus locaux, globalement, en tous les cas, là où on vit, ou là où je vis, ne parlent jamais de la région. Donc si on peut agir dans ce sens, c'est peut-être le moment. Allez. Bien, alors, il faut que je vous rappelle qu'il y a un cocktail. Allez, vraiment. Chez les amis irlandais, on appelle ça One for the Road. J'ai pour responsabilité, puisqu'on m'a demandé de faire une conclusion, mais elle va être très brève. Et puis ensuite, c'est Mona Braz qui donc fera la conclusion finale de cette journée. Alors je quitte les deux casquettes que je porte parfois, soit entrepreneur, soit scientifique, et je prends la troisième qui est celle de poète, pour vous lire un extrait. Je les vois qui s'assemblent tous sur les places, irrigateurs des consciences par la noisette et le chèvrefeuille. Bûcherons de l'aube, arrimés aux côtes du soleil. Défricheurs herbus et ruminants, jetant les grappins dans un passé interdit. Écoliers ternes et appliqués, établissant soudain des relations de cause à effet. Ouvriers analogues, s'éveillant avec lenteur au creux des faubourgs crispés. Grappes de femmes lourdes, enracinées dans la douleur des hommes. Ouvriers en grève, exigeant droit de regard et de pression sur les tubulures du pays. Colleurs d'affiches, vendeurs de journaux, distributeurs de tracts, porteurs de pancartes, étudiants insolents et nerveux se dérobant avec véhémence aux haleines fétides, au visage craquelé. Écoliers rieurs, éprouvant du pied le fragile équilibre de l'eau et du feu. Robustes syndicalistes 20 fois licenciés aux gestes robustes d'hommes mesurant l'éternité. Paysans matraqués à bas de leurs tracteurs qui le soir sortent les livres précieux sur la table.
Vous êtes la Bretagne qui vient au feu, vous êtes la Bretagne qui s'ouvre au vent du monde. C'est de Paul Keinec, et c'est de 1969. Coïncidence, l'année où il y a eu le fameux référendum qui a échoué sur la régionalisation.